Bonjour, a-t-on des données plus précises sur les risques liés au vapotage? Alors, déjà pour répondre à la question, peu de gens le savent, mais en fait, vapoter, on n'a pas le phénomène de combustion. Donc, en fait, vapoter, c'est comme un aérosol, il y a pas la combustion. Donc, du coup, on n'a pas comme je vous ai montré dans le diapo, tous les composés chimiques qui vont émaner de cette combustion. Par rapport au vapotage, c'est un peu compliqué de répondre parce que on va dire que si on est fumeur de tabac et vapoter, il y a moins de risques en vapotant qu'en fumant. Par contre, si je suis non consommateur de tabac et que je vapote, je vais avoir beaucoup plus de risques à vapoter que de ne pas fumer. Après, moi, j'ai pas de données précises, je peux en chercher ultérieurement, mais sur les risques du vapotage, c'est pour l'instant étudié, mais voilà, je pense pas qu'il y ait trop de sorties d'études à l'heure actuelle. Peut-être que Marjorie a des informations. Oui, eh bien, en fait, je pensais l'aborder un petit peu plus loin dans la présentation, dans les aides proposées et qui peuvent être à notre disposition pour nous aider à sevrer notre tabagisme. Donc, en fait, je peux y revenir un peu plus tard ou sinon, d'ores et déjà, c'est vrai que la vapote ou la cigarette électronique, on préfère dire peut-être maintenant vape ou vapote ou vaporisateur personnel pour un petit peu abandonner le vocabulaire qui est lié à la cigarette, tout comme les patients souvent utilisent le terme de fumer la cigarette électronique. On leur rappelle que non, on ne fume pas parce qu'il n'y a pas de combustion et c'est bien là l'intérêt, comme tu l'as souligné Isabelle. En revanche, ce qui est important de dire, c'est que même si on n'a pas de recul nécessaire, on sait qu'effectivement, il n'y a pas de combustion. Donc, il n'y a pas ce fameux monoxyde de carbone qui est dégagé et que peut-être, il faut souligner que c'est un formidable outil d'aide à l'arrêt s'il est bien utilisé. Et il y a quelques règles à respecter, mais je pourrai revenir plus tard lorsque je ferai la présentation. Voilà. Après, on peut toujours répondre aussi aux personnes qui s'interrogent sur les effets de la vapote, que la cigarette, on connaît depuis quand même relativement longtemps les effets secondaires et pour autant, on ne s'en saisit pas toujours. Voilà. Merci Marjorie. Donc, si vous avez d'autres questions, ou vous prenez la parole, ou vous passez par le chat. Sinon, nous allons passer à la présentation suivante, donc du docteur Armel Bouenec, médecin du travail sur la ISC 19. Donc, on va faire un petit échange de sièges. Et donc là, la présentation va concerner la coexposition tabagisme et risques professionnels, le temps que nous partagions la présentation. Non, c'est celle-là. Voilà. Vous pouvez y aller, Armel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler de la coexposition tabac et substances cancérogènes en milieu de travail. Alors, sur le secteur dont je m'occupe, qui représente 5416 environ salariés, j'ai 1733 fumeurs, ce qui est assez en phase avec ce qui a dit précédemment Isabelle. Et dans cette population, il y en a 2 qui sont suivis pour des cancers bronchopulmonaires et qui sont fumeurs. Au niveau du service, nous avons extrait
L'information suivante, sur toute la population suivie, nous avons trouvé 75 salariés atteints de cancer bronchopulmonaire. Alors, je reviens à mon secteur. En 2018-2019, j'ai donc prononcé 2 inaptitudes suite à cancer bronchopulmonaire. Et parmi ces 2 personnes, il y en avait une qui avait été exposée dans le passé à des substances cancérogènes en milieu de travail. Donc, ça a été déclaré, son cancer bronchopulmonaire a été déclaré en maladie professionnelle et reconnu comme tel. Alors, tant que je suis sur le sujet, il faut savoir qu'il y a souvent un délai très important entre l'exposition au risque et la survenue de la pathologie cancéreuse. D'où l'importance de tracer dans le suivi médico-professionnel l'exposition aux cancérogènes professionnels, donc, afin que si à l'avenir la personne présente un cancer, on puisse le mettre en lien avec l'exposition passée. Alors, il n'y a pas que les cancers bronchopulmonaires qui sont liés au tabac, n'est-ce pas? On en a déjà parlé aussi. J'ai dans mon secteur 3 salariés qui ont un cancer de la vessie. Et parmi ces 3 salariés, 2 sont fumeurs. Donc, en milieu de travail, sont utilisées des substances cancérogènes et cela concerne de nombreux salariés et dans des secteurs très variés. Je pense notamment au BTP via la silice qui est présente dans le sable, dans la pierre, etc. Je pense à la métallurgie avec des substances, avec des métaux, comme par exemple le nickel. Le BTP aussi, avec l'exposition passée à l'amiante. Donc il y a de nombreux secteurs qui sont concernés par les substances cancérogènes. On évalue environ à 4 à 8,5% des cancers qui trouveraient l'origine en milieu de travail. Alors, comment repère-t-on des substances cancérogènes en milieu de travail? Alors déjà, il faut connaître ces substances et elles sont classées par la réglementation européenne. Vous avez dû entendre parler de REACH. Et puis par le Centre international de recherche contre le cancer, ainsi que la réglementation française. Donc, dans toutes ces listes, on a connaissance des substances qui sont classées cancérogènes. Alors, en tant que service de santé au travail, nous allons agir à différents niveaux pour prévenir donc l'exposition aux substances cancérogènes. Alors déjà, en informant les employeurs et les salariés. Donc pour cela, il faut déjà pointer du doigt, on va dire, les secteurs et trouver les substances cancérogènes en milieu de travail. Donc on informe les chefs d'entreprise et on informe les salariés. Et puis on va essayer d'apporter un conseil sur la prévention du risque cancérogène, notamment en proposant des solutions, alors soit en premier lieu de substitution, c'est-à-dire mieux vaut prendre un autre produit que ce produit cancérogène quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, on va préconiser des modes d'action de prévention collective, par exemple des aspirations au poste. Et puis en dernier lieu, quand on ne peut pas proposer d'aspiration au poste ou quand elle est insuffisante, on va essayer de convaincre le salarié de porter des protections individuelles. Et le salarié portera d'autant plus des protections individuelles et l'employeur mettra en œuvre d'autant plus des protections collectives qu'il aura connaissance du risque et conscience du risque pour la santé de ses salariés. Enfin, on assure le suivi médical de toutes ces personnes exposées et on va tracer dans le dossier médical l'exposition au risque pour les raisons que j'ai énoncées précédemment, c'est-à-dire que si un jour à l'âge de 50 ans ou 60 ans, il présente un cancer, on puisse le relier éventuellement avec l'exposition passée.
Alors, je vais prendre quelques exemples concrets de substances cancérogènes en milieu de travail. Certaines sont bien connues de tous, notamment l'amiante. L'amiante se trouve essentiellement dans le milieu du BTP, mais également dans différents secteurs. Il y en avait aussi dans certains bâtiments de la marine, les personnes qui intervenaient dans des sous-marins en tant que mécaniciens, on peut être exposé à l'amiante. Tous les métiers du bâtiment, les électriciens, les chauffagistes, les couvreurs, le secteur de la maintenance aussi peuvent être exposés à l'amiante. L'amiante est responsable donc de cancer bronchopulmonaire, hein, et aussi du cancer de la plèvre. On peut dire que le mésothéliome est quasiment spécifique de l'exposition à l'amiante. Ça représente quand même 3000 décès par an, dont 1000 liés au mésothéliome. Donc on peut avoir été exposé à l'amiante à 18 ans et développer un cancer de la plèvre à 60. D'où l'importance, quand on voit les salariés en visite, de les interroger sur leur parcours professionnel et sur leurs expositions passées, de façon à les suivre correctement ensuite. Alors, chez un salarié exposé à l'amiante, le risque de cancer bronchopulmonaire est multiplié par 5 par rapport à un salarié non exposé. Chez un fumeur, le risque de cancer des poumons, un fumeur non exposé, est multiplié par 10 par rapport à une personne non exposée et non fumeur. Et quand on fume et qu'on est exposé à l'amiante, alors là, on multiplie par 50 son risque de cancer des poumons, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, cette information est donnée aux personnes que l'on voit en visite et qui sont exposées à l'amiante. Alors, je voulais parler d'une substance qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est à l'origine de nombreux aussi cancers bronchopulmonaires, c'est le radon. Alors, le radon est un gaz radioactif qui est assez présent dans le Limousin et dans certaines régions granitiques. C'est le deuxième facteur de risque après le tabac de cancer bronchopulmonaire. Donc, il est quand même à l'origine de 3000 décès par an en France. Et il y a une réglementation assez récente qui fait obligation aux chefs d'entreprise à évaluer l'exposition des salariés au radon et donc à le mesurer dans les locaux de travail. Et quand ça dépasse 300 becquerels, on va dire de mettre en œuvre des mesures de prévention collective pour que les salariés ne soient pas exposés à plus de 300 becquerels. Donc, l'association tabac et radon multiplie par 20 le risque de cancer des poumons. Alors, récemment, en mai 2021, la France a fait paraître une réglementation classant en procédés cancérogènes les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel. Ce qui fait que les postes de mécaniciens auto, poids lourds, ceux qui réparent les engins de travaux publics, les salariés qui travaillent dans les parkings ou dans les souterrains, doivent être suivis particulièrement compte tenu de leur exposition potentielle aux fumées d'échappement diesel. Alors, toutes ces personnes exposées à des cancérogènes, que ce soit l'amiante, le radon, les fumées d'échappement diesel, doivent être déclarées comme exposées à des agents cancérogènes donc par les employeurs quand ils font leur déclaration annuelle à notre service en tant que salariés relevant d'un suivi individuel renforcé. Donc ces salariés doivent être vus tous les 2 ans, donc une fois par le médecin et une fois par l'infirmière en alternance. Mais ils doivent bénéficier d'un suivi individuel renforcé. Alors, je voulais aussi aborder le problème des fumées de soudage qui sont classées en catégorie 1 comme risque cancérogène par le Centre international de recherche contre le cancer. Alors, tout type de soudage est concerné, que ce soit le MIG, le TIG, le soudage manuel, à électrode enrobée, chalumeau, etc. Tout type de soudage est concerné par ce classement par le CIRC.
Alors, je pointe notamment le soudage inox. Pourquoi? Parce que quand vous soudez de l'inox, vous mettez en suspension dans l'air des composés cancérogènes que sont le nickel et le chrome dans sa valence 6, c'est-à-dire chrome hexavalent. Tous deux sont donc cancérogènes pour les voies aériennes supérieures et les poumons. Donc le risque de cancer du poumon associé tabac et fumée de soudage, ce risque est augmenté et multiplié par 1,3. Alors, je sors un petit peu du cadre actuel parce que ça n'a rien à voir avec le tabac, mais pour votre information personnelle, sachez que le risque le plus important actuellement pour le soudeur, ce n'est pas le cancer bronchopulmonaire lié aux fumées de soudage, c'est le cancer de la choroïde qui est une couche de l'œil. Et c'est assez méconnu. Donc je vous le dis, l'importance de bien protéger les yeux du soudeur, ça c'est fondamental pour éviter ce qu'on appelle le mélanome de la choroïde. C'était un petit aparté. Alors les peintres aussi. Les peintres ont une augmentation de 30% de présenter un risque de cancer du poumon. C'est un métier aussi donc, qui expose à un risque augmenté de cancer de la vessie. Donc sont concernés les peintres bâtiments, les peintres carrosserie, et ils ont en effet évidemment s'ils fument un risque augmenté de présenter ce type de cancer. Alors les peintres, on ne sait pas exactement quelle est la substance qui provoque cette augmentation. On a des doutes sur l'exposition aussi à l'amiante, puis c'est des métiers qui ont pu être exposés à l'amiante, et puis à des solvants dans le cadre des peintures, etc. Alors bien sûr, il y a plus de peinture acrylique maintenant, mais dans le passé, il y avait quand même beaucoup de peinture solvantée. Alors, en 2015, il y a une recommandation qui est sortie pour nous donner, on va dire, des indications sur le suivi à mettre en place pour les salariés qui sont exposés à des cancérogènes pulmonaires. Donc, ils ont conclu qu'il fallait faire une expérimentation avant de donner des consignes strictes de suivi. Donc, pour l'instant, c'est une expérimentation qui est en train de se dérouler pour voir qu'est-ce que l'on conseille comme suivi, notamment comme imagerie, pour les personnes exposées à des agents cancérogènes pulmonaires. En sachant que pour l'amiante, il y a déjà un suivi qui se fait par scanner et que ce suivi est déjà bien réglementé. Donc, la recommandation dit qu'il faut évaluer individuellement le risque de cancer bronchopulmonaire chez les travailleurs et donc faire aussi la traçabilité dans les dossiers. Et puis, évidemment, prendre en compte le tabagisme des salariés. Donc, à nous, aussi bien médecins qu'infirmières, de renseigner dans chaque dossier médical la notion de tabagisme. On pose aussi, tant qu'on y est, les questions sur le cannabis, etc. Et on quantifie le tabagisme. Et on essaye de le mettre en paquet années, puisqu'après, le suivi va dépendre du nombre de paquets années qu'aura fumé le salarié. Évidemment, les fumeurs, on tente de leur proposer un sevrage, de les orienter. Alors évidemment, sans les culpabiliser. L'idée, c'est de faire comprendre que c'est très mauvais pour la santé et qu'ils ont tout intérêt pour diminuer leur risque de cancer et de risque cardiovasculaire d'engager un sevrage. Mais bon, Isabelle en a parfaitement parlé avant moi. Donc, on s'oriente, voilà ce que dit la recommandation. C'est un petit peu compliqué ce tableau, mais l'idée en fait, c'est qu'on va certainement s'orienter à l'avenir vers un suivi par scanner des personnes exposées, mais qui sont fumeuses. C'est-à-dire qu'il est fort probable qu'on ne suivra même pas les personnes qui ne fument pas. C'est-à-dire si le tabac prend une grande importance dans l'occurrence d'un cancer bronchopulmonaire,
puisqu'il est fort probable donc qu'on n'aura pas à suivre par scanner les non-fumeurs. Donc évidemment, plus on est exposé en quantité, vous voyez que pour l'amiante, plus le niveau d'exposition est fort, plus on fume. Évidemment, on fera des suivis. Alors déjà, c'est le cas de l'amiante, hein, on fait des suivis plus rapprochés que les gens qui sont peu exposés, évidemment. Pour les autres cancérogènes, on se dirige vers, comme critère, une durée d'exposition cumulée à plus de 10 ans, avec un tabagisme supérieur à 30 paquets années, ce qui est déjà énorme. Et donc, on se dirigera probablement vers la pratique de scanners réguliers chez ces personnes. Mais ce n'est pas encore, l'expérimentation n'a pas abouti. Et donc, pour l'instant, on va dire, on a des indications pour l'amiante, mais on n'a pas actuellement de feu vert pour suivre toutes les populations exposées aux agents cancérogènes par scanner. Mais bon, rien n'empêche au médecin de prescrire un scanner si il a par exemple un gros fumeur qui a été exposé 20 ans à des fumées de soudure, notamment inox. Rien ne nous empêche de prescrire un scanner. Voilà, donc l'expérimentation s'oriente vers le suivi par scanner du thorax des fumeurs exposés à des cancérogènes bronchopulmonaires, donc à des fumeurs exposés. Voilà, j'ai fini mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Bruneck. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va déjà regarder. Donc, réaction. Bonjour, Edith du service de santé au travail 24, donc de la Dordogne. Question, il en est de même pour les BPCO. Pour le scanner. C'est pour le scanner, Edith, votre question? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez et mettre le son et prendre la parole. Bonjour, tout le monde m'entend? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, c'était plutôt parce qu'on parle pas mal de cancers finalement bronchopulmonaires. Est-ce qu'on a exactement les mêmes risques avec les BPCO? Et du coup, quels sont les suivis aussi? Est-ce que c'est la même chose ou Alors, la recommandation de 2015 ne concerne que le risque de cancer bronchopulmonaire, ne concerne pas la BPCO. D'accord. Néanmoins, comme dans les DMST, des dossiers médicaux, on note le tabagisme. On va aussi inviter évidemment la personne à se sevrer, mais on va dire que on va peut-être l'orienter plutôt vers un spécialiste, un pneumologue, etc. Si on constate qu'il a une bronchite chronique et qu'il n'est pas encore suivi. Hein. D'accord. On ne va pas lui prescrire un scanner en première intention. En tout cas, on n'a pas de recommandation pour le faire. D'accord. Et en termes de risque professionnel, est-ce qu'il y a des… Tout à l'heure, vous parliez on parlait de l'amiante, radon et tout ça. Est-ce que ça concerne uniquement effectivement les cancers bronchopulmonaires ou est-ce que la BPCO aussi peut se trouver diagnostiquée à cause de certaines expositions professionnelles ou pas? Ou c'est vraiment que par rapport au tabac? Alors, la silice peut donner des bronchites aussi chroniques, mais classiquement, la BPCO, c'est plutôt en lien avec le tabac. Oui, uniquement. Après, on va parler, par exemple, pour la silice, on va plutôt parler de silicose, de maladies en relation avec du dépôt de silice dans les poumons. Alors, ça peut se rapprocher d'une bronchite chronique. Oui. Voilà. D'accord, ok. Et je voulais dire aussi que pour la silice, c'était un des rares cancérogènes pour lesquels on avait comme recommandation de faire une radio de poumon. D'accord. Ouais. Parce que la radio de poumon ne se fait plus du tout comme suivi des personnes exposées à des empoussièrements. C'est ça. Sauf pour la silice. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous vous interrogez sur d'autres postes de travail dont on n'aurait pas parlé et pour lesquels vous vous demandez s'il n'y a pas cette co-exposition, profitez-en pour poser des questions. Sinon, nous allons passer à la présentation suivante, donc avec Marjorie, qui du coup va reprendre la main pour partager sa présentation. Merci Armelle.
Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Marjorie, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup pour votre retour, Corinne. Merci à mes deux précédentes collègues pour leur présentation très intéressante. Donc, je prends avec plaisir le relais afin de pouvoir parler avec vous de la campagne Moi sans tabac dans un premier temps et aussi évoquer quelques aspects concernant le sevrage tabac et vous apporter des indications. Donc, On vous entend plus, Marjorie. ah, j'ai quelques soucis. Nous sommes deux à faire des présentations. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Il y a des Oui. petites coupures. Je m'en excuse par avance. D'accord. Ça n'avance pas. Alors, pour commencer, quelques rappels et quelques chiffres que je trouvais intéressants de partager avec vous. Alors, le Mois sans tabac est une campagne qui revient annuellement, effectivement, au mois de novembre, dont la première édition nous a été présentée en 2016 et qui a beaucoup évolué. Depuis l'an dernier, nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire et c'est la deuxième édition en numérique, va-t-on dire, et les équipes et les acteurs ont dû s'adapter. Quelques petits rappels pour vous expliquer ce qu'est le Mois sans tabac. Donc, le Mois sans tabac s'est inspiré d'une campagne anglaise qui s'appelait Stoptober et qui nous a montré que lorsque les fumeurs relevaient le défi de modifier leur consommation de tabac pour une durée de 30 jours, ils avaient 5 fois plus de chances de continuer dans cet arrêt et de persévérer au-delà du mois d'essai. Donc, c'est un défi qui se veut également positif avec des équipes et des fumeurs qui se challenge. Donc, on peut retrouver ce mois sans tabac tout aussi bien dans une entreprise avec des salariés, des collègues qui veulent relever le défi ensemble. Vous pouvez aussi le faire avec votre conjoint, avec des amis. Le but, c'est vraiment de faire partie de cette communauté. Vous connaissez tous la petite phrase qui accompagnait pendant longtemps la campagne En novembre, on arrête ensemble. Effectivement, il y a beaucoup de campagnes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui se succèdent tout au cours de l'année. Vous connaissez Octobre rose, Mars bleu, et c'est vrai que le mois de novembre était dédié donc au mois sans tabac. Depuis l'an dernier, il faut rajouter qu'on a ajouté à cette période une semaine, un peu plus, même 10 jours de préparation fin octobre, mais je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Donc, à qui s'adresse cette campagne? Eh bien, s'adresse à tout le monde, aux fumeurs, bien entendu, mais également aux non-fumeurs. Car en fait, les non-fumeurs vont pouvoir être aidants et être des ressources pour motiver les fumeurs à être dans cette action et à relever le défi. Donc, quand? Ben, ça, vous le savez, au mois de novembre. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, il faut s'inscrire en ligne sur le site de Tabac Info Service pour pouvoir bénéficier de toute l'aide qui est proposée par Santé publique France, avec évidemment un coaching par mail, l'envoi du kit que vous connaissez, qui va un petit peu changer cette année. S'inscrire, ça permet aussi de faire partie de cette communauté, mais également de gagner en visibilité dans la campagne. Et plus il y aura d'inscrits, plus aussi cette campagne pourra bénéficier d'aide et de fonds pour perdurer et pour pouvoir développer des actions pour aider les fumeurs à modifier leur consommation de tabac. Se préparer en octobre, donc j'en parlais tout à l'heure. Je vais le développer un petit peu plus tard, mais c'est une période qui paraissait très intéressante. Plutôt que de se lancer directement au début du mois de novembre dans le mois sans tabac, ces quelques jours vont permettre en quelque sorte une introspection et une anticipation de ce mois sans tabac. Alors où, donc, c'est une campagne qui est développée partout en France, sur tous les territoires. Vous pouvez retrouver cette campagne, ces acteurs et les partenaires
dans les cabinets médicaux, paramédicaux, dans votre pharmacie, mais aussi depuis cette année dans certains commerces de proximité, les centres commerciaux. En fait, il a été décidé d'aller au plus près des populations pour que vraiment on gagne en visibilité et aller à la rencontre des fumeurs un peu plus visuellement cette année qu'en présentiel. Les centres hospitaliers, bien sûr, tout ce qui touche le médical, tout le monde est impliqué. Alors évidemment, les entreprises, c'est très important d'en parler encore plus aujourd'hui. Le service de santé au travail est présent pendant toute la campagne. Les infirmiers, infirmières de santé au travail sont présents pour la campagne et développent des actions, mais il est important de souligner que tout au long de l'année, bien entendu, il y a aussi cette aide qui vous est proposée et il ne faut pas hésiter à aller vers ces personnes-là qui sont tout à fait à même de vous proposer de l'aide et de vous accompagner dans cette démarche. Alors, quelques chiffres clés. Il y a des chiffres très positifs, d'autres un peu moins. Alors, 1,6 million de fumeurs en moins en 2 ans. Ce sont des chiffres qui ont été relevés sur la période 2016-2018. Alors, c'est vrai que ce chiffre qui est vraiment très, très intéressant et très positif a été justement... on a pu atteindre ce chiffre parce qu'il y a eu aussi un mélange de plein d'actions. À ce moment-là, il y a eu l'arrivée du paquet neutre, il y a eu l'augmentation du prix du tabac, il y a bien sûr la campagne Moi sans tabac. Il y a les nouveaux prescripteurs, on reviendra un petit peu plus tard, mais on a fait en sorte que les personnes montent en compétences, les infirmiers de santé au travail, infirmiers scolaires, pharmaciens, les kinés, les dentistes. En fait, on a créé une communauté de professionnels au plus près des gens pour qu'il n'y ait plus cet obstacle de la distance entre eux et peut-être des centres plus spécialisés comme les tabacologues ou les services d'addictologie. 1 million de fumeurs quotidiens en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est effectivement un chiffre qui a été relevé. Plus de 850 000 inscrits au défi national du mois sans tabac depuis 2016, c'est énorme comme chiffre. Et les néo-aquitains également sont une communauté très importante et on est vraiment en bonne position. Concernant également le réseau des professionnels qui sont engagés dans le mois sans tabac, là, on peut le dire, on est numéro 1. Donc, c'est encore une fois un grand merci à tous les professionnels qui se mobilisent chaque année et qui sont vraiment très inspirés et qui s'adaptent, notamment l'an dernier, pour pouvoir proposer des actions et continuer ce défi tous ensemble. Donc, quelques chiffres qui sont peut-être plus méconnus, mais qu'il est important vraiment d'avoir à l'esprit. Souvent, on entend dire que l'État, en fait, peut bénéficier de beaucoup d'argent grâce aux taxes qui sont récupérées de la vente des produits du tabac. Bon, effectivement, il y a 16 milliards d'euros de bénéfices, mais ce qu'il faut mettre vraiment en lumière, c'est que d'un autre côté, il y a quand même 120 milliards d'euros qui représente le coût du tabac pour l'État en France. Donc, c'est important de le signaler, sachant que effectivement les bénéfices sont aussi réinjectés dans des campagnes et servent aussi à la lutte et à l'aide aux fumeurs pour qu'ils puissent modifier cette consommation de tabac. Là, Isabelle en a parlé par rapport au tabagisme passif, ultra passif. Il est vrai que 6 mois après la dernière cigarette écrasée, par exemple, dans une maison, on peut en fait relever 6 mois après des traces en fait de particules de tabac qui étaient en suspension et qui sont retombées dans les tissus, par exemple, du canapé, mais aussi en voiture sur le tissu qui recouvre les sièges des voitures. Et c'est vrai que c'est très important de le signaler. On n'en parle peut-être pas assez, mais ce tabagisme passif peut être vraiment délétère, notamment pour les enfants qui rentrent dans les voitures ou qui sont en contact avec ces particules de manière indirecte.
8 millions de mégots sont jetés chaque minute dans le monde. Bon, ça aussi, c'est un problème d'écologie très important. On sait maintenant, il y a des chiffres qui sont très percutants, qu'un mégot pollue 500 litres d'eau. C'est vrai que fumer, souffrir d'une addiction au tabac, c'est vrai que c'est une chose, mais il faut respecter l'environnement le plus possible sur son lieu de travail aussi. Au-delà du respect de la législation, il faut respecter les zones fumeurs qui sont aménagées et vraiment éviter le jet de mégots au sol car c'est catastrophique pour l'environnement. Le chiffre positif pour terminer cette diapo, c'est qu'un fumeur sur 2 souhaite modifier sa consommation de tabac et l'an dernier, un fumeur sur 3 a fait au moins une tentative dans l'année pour arrêter de fumer. En pratique, comment se passe le mois sans tabac? Alors, il y a des étapes clés. J'en ai noté 5, mais il est vrai que ces étapes peuvent un petit peu se chevaucher. Parfois, on peut revenir en arrière. Il est certain que, quelles que soient les étapes, on avance toujours. Mais j'ai voulu mettre en lumière la première étape, qui est l'étape de la préparation et qui qui est en relation également avec le calendrier du mois sans tabac qui a donc prévu ce temps de préparation. Alors, que se passe-t-il pendant ce temps de préparation? Eh bien, c'est un moment où le fumeur va regarder en face sa consommation de tabac. Alors, évidemment, il s'agit de la regarder en toute honnêteté et se poser des questions pour pouvoir justement avancer. On peut se poser la question de quel fumeur on est, pourquoi on aimerait arrêter, qu'est-ce qu'il fait que dans son esprit, on se rend bien compte qu'il y a en fait une partie de son cerveau qui veut arrêter et une autre en fait qui veut continuer. Alors ceci s'appelle l'ambivalence du fumeur et elle est tout à fait naturelle. Le but au cours de l'accompagnement au sevrage tabac sera vraiment de renforcer la personne en vous qui veut arrêter de fumer et d'affaiblir celle qui veut continuer. Suivant la personnalité, je dirais, du fumeur ou ses habitudes, on peut tout à fait s'aider avec des outils, on peut écrire. Ça fait partie des choses qu'on peut choisir et discuter avec la personne qui va nous aider. Il est important de revenir un petit peu en arrière par rapport à ces débuts de consommation et de se rendre compte du moment où on a perdu le contrôle de cette consommation. On part des débuts des premières cigarettes et puis on se rend compte qu'à un moment, il a été difficile de passer un week-end sans que les parents voient que l'on fume. Il a été difficile de ne pas fumer même si on était malade. Donc, c'est là qu'on se rend compte que effectivement, on passe dans le trouble de l'usage, c'est-à-dire que la pédale de frein, elle fonctionne plus. Comme l'a expliqué Isabelle, on se rend compte que là, on est tombé dans l'addiction. Il est important quand on s'engage vers une modification de son usage du tabac de faire le point aussi sur d'autres consommations. Ça peut être la consommation d'alcool, ça peut être la consommation d'autres substances telles que le cannabis, ça peut être également l'alimentation ou des usages sans substance justement tels que le sport ou bien le shopping. Car en fait, comme l'a expliqué Isabelle, le système de récompense fait en sorte que si on diminue une substance, il n'est pas interdit qu'on augmente une autre substance ou un autre comportement pour avoir cette fameuse sécrétion de dopamine et se faire du bien. Il est important de lister aussi ce qui se passe dans notre tête quand on vit des moments heureux, comment on fume à ce moment-là, ou quand on a des moments plus difficiles. Je pense à des moments de stress, des moments d'énervement, et les moments heureux, bien sûr, des moments de convivialité ou justement de récompense après une journée de travail. Voilà, comment on consomme. Ça, c'est important. On peut faire des tests, ils sont disponibles vraiment très facilement en ligne, dans les pharmacies, auprès de votre médecin ou de votre infirmière.
Ce sont des tests qui vont un petit peu vous montrer quel fumeur vous êtes, qu'est-ce qui est plus important chez vous, la dépendance physique, comportementale, psychologique, quel est votre taux de dépendance réel, avec beaucoup de questions. Mais il reste que 2 questions sont importantes à vous poser. Par exemple, combien de cigarettes fumez-vous un jour où, en fait, vous ne faites pas d'effort pour fumer moins? Donc là, on se pose la question. Parce qu'en fait, si on pose la question à un fumeur, combien fumez-vous de cigarettes et qu'il répond 10, eh bien peut-être qu'il aurait eu envie d'en fumer 20. Mais la conjoncture actuelle fait que le prix du tabac est très élevé. On n'a pas forcément le temps de fumer, donc on se restreint un petit peu tout seul. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et aussi, à quel moment, après le réveil, vous avez envie de fumer votre première cigarette. Parce qu'en fait, l'heure à laquelle vous fumez votre première cigarette, elle ne correspond pas forcément à l'envie. Et ça, c'est très significatif. De nos jours, on a plein de choses à faire entre le réveil et peut-être l'arrivée au travail, et on l'aurait peut-être fumé avant, mais finalement, ben, on la fume rapidement dans la voiture, et voilà. Une autre chose qui peut-être vous a interdit ou a peut-être un petit peu différé votre envie d'arrêter le tabac, ce sont les craintes que le fumeur peut avoir en tête avant de se lancer dans l'arrêt du tabac. Eh bien, ça va être souvent comment gérer les envies, le manque, la prise de poids, ça revient vraiment très, très souvent, la gestion du stress, la déprime, le sommeil perturbé, Isabelle en a aussi parlé, la perte d'un plaisir et l'échec. Alors, il est vrai que il faut peut-être prendre toutes vos craintes une à une et essayer de les décortiquer et d'obtenir des réponses avec la personne qui va vous accompagner dans votre sevrage. C'est vrai que ce moment de préparation peut vous permettre déjà d'anticiper ces situations et de vous dire, ben, au moment où je vais me sentir peut-être en manque ou je sens stressée, qu'est-ce que je peux faire? Quel comportement en fait je peux adopter pour éviter d'allumer une cigarette? Le sommeil perturbé, ben c'est pareil, ça peut aussi être un élément important pour se dire ben, le traitement, si je choisis les patchs, peut-être qu'il ne va pas falloir que je les mette la nuit. Parce que mon sommeil est déjà perturbé, donc je ne vais pas m'ajouter de la nicotine la nuit. La perte d'un plaisir, ça c'est très important de trouver des nouvelles sources de plaisir, en fait, parce qu'il va falloir remplacer ce petit shoot de dopamine que crée en fait la cigarette dans le cerveau. Et la crainte de l'échec, en fait, celle-ci, il faut vraiment la balayer parce que ça fait partie du processus. En fait, quand la personne elle va vouloir arrêter de fumer, il va y avoir des reprises de consommation. Et plutôt que de les considérer comme des rechutes ou comme des échecs, ben, il faut vraiment l'intégrer et se dire qu'effectivement, c'est le signe que vraiment il y avait addiction. Et plutôt que de baisser les bras et de reporter le sevrage du tabac, ben, analyser et se dire ben, comment la prochaine fois je vais pouvoir faire autrement. Quand on se prépare aussi pour l'arrêt du tabac, on essaye de lister les valeurs en fait que l'on a. On a tous ses propres valeurs et certaines sont en contradiction avec la consommation de tabac. Je pense notamment à l'environnement, l'écologie. Finalement, on l'a vu tout à l'heure, c'est un petit peu contradictoire aussi. La famille, les mauvaises odeurs, alors ça c'est typique. On rencontre pas mal de fumeurs qui disent ben, finalement, moi, je ne supporte pas les odeurs du tabac, donc je me lave les mains 10 fois, je me brosse les dents. Voilà, ça, on peut travailler là-dessus parce que les valeurs, ça va être des outils que vous allez pouvoir utiliser tout au long ben, de cet accompagnement pour vous remotiver et puis vous rappeler en fait ce vers quoi vous voulez tendre. L'étape numéro 2, alors évidemment, une fois qu'on a décidé ça, bien, il faut trouver de l'aide et puis établir une stratégie. Alors, cette slide est un petit peu très complète, on va dire, et elle regroupe toutes les aides qui sont ou en proximité ou en tout cas en virtuel ou numérique. Donc, quand on s'inscrit au mois sans tabac,
je disais que c'était très important d'ailleurs de s'y inscrire. On bénéficie de l'aide du 39,89 avec un coaching personnalisé. Il faut savoir que de jour comme de nuit, vous pouvez poser des questions et très rapidement, il y a des tabacologues qui répondent à vos questions avec vraiment des éléments de réponse très étayés, très pertinents, et les archives sont gardées et vous pouvez revenir vers les premières questions, et comme ça, en fait, vous vous rendez compte que vos craintes sont également les craintes de beaucoup d'autres personnes et on peut revenir chercher des réponses. Le site de Tabac Info Service est vraiment très, très bien fait. Alors, il y a un côté professionnel. Je suis désolée, il y a une sirène. Il y a un côté professionnel qui est réservé aux partenaires pour pouvoir programmer les actions Moi Sans Tabac, commander les kits, commander tous les outils numériques, les télécharger. Et puis, il y a tout le côté donc usager où là, vous pouvez bénéficier également de beaucoup d'aides, de réponses et pouvoir interagir en direct avec les personnes. Il y a même des forums. Les professionnels de proximité, on en a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2018, donc, les nouveaux prescripteurs sont arrivés. Je vous ai expliqué pourquoi, pour pouvoir avoir une offre plus importante près de vous. Le kit Moi Sans Tabac, on en a parlé, il est très intéressant. Il y a des gadgets, il y a des choses pour vous aider, pour passer le temps. Il y a une roue qui vous permet de calculer vos économies. Il y a un agenda qui peut être tourné chaque jour avec des petites astuces. Voilà, il est aussi très positif, très dynamique et on essaye un petit peu de l'actualiser chaque année. L'application numérique est très intéressante également, et les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où là, par région, vous pouvez vraiment faire partie d'une communauté très active avec des échanges qui sont vraiment très importants et qui sont motivants aussi pour les personnes qui vivent et qui traversent finalement la même chose. Dans les premières années, ces pages Facebook, en fait, s'arrêtaient à la fin du mois de novembre. Et en fait, il y a plein de personnes qui ont fait remonter le souhait qu'effectivement, ils auraient bien aimé continuer à échanger. Sur le coup, maintenant, elle est annualisée et vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Il y a une thèse récemment qui s'est penchée sur le groupe Nouvelle-Aquitaine du Moi Sans Tabac et on a étudié les verbatims des patients, et comme ça, il y avait une dame qui à 4 heures du matin avait vraiment très envie de fumer et elle a posté un message et en fait, quelqu'un est venu l'aider en direct et le lendemain, elle a remercié cette personne car sans elle, elle aurait sans doute allumé cette cigarette. Je trouvais ça intéressant et à partager avec vous. Lorsqu'on peut ouvrir l'éventail des aides, on se rend compte que on peut repérer les professionnels qui peuvent nous aider, ça on en a parlé. On repère également dans son entourage proche les personnes ressources. Alors ces personnes, elles pourront donc vous soutenir et vous encourager. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être l'infirmier de santé au travail, ça peut être votre conjoint. Ça peut être un collègue qui a déjà arrêté de fumer et qui en fait devient un petit peu votre parrain. Il y a beaucoup de personnes qui dans votre entourage peuvent vous aider et c'est bien de les avoir repérées avant pour mobiliser ces ressources-là au moment venu. On peut se renseigner sur les traitements disponibles. Alors, je reviendrai plus tard sur une autre diapo sur tout ce qui est à disposition, des traitements médicamenteux, des substituts nicotiniques, mais aussi des aides non médicamenteuses. On peut se renseigner et mettre en place des choses soi-même, comme justement aller sur Tabac Info Service, télécharger des applications, commencer à bouger des choses dans sa routine. Ça peut être commencer une activité sportive, pouvoir vider par exemple et ranger tous les cendriers, mettre de côté les briquets. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire parce que ça fait partie de la période de préparation. Alors, dans les aides médicamenteuses, il y a les patchs de nicotine, il y a les gommes ou pastilles, les sprays de nicotine et l'inhaleur de nicotine. Alors, tout ça, ce sont ce que l'on appelle les substituts nicotiniques. Hop.
Alors, je vous ai mis une diapo avec des patchs. Donc, les patchs, en fait, il existe plusieurs formats, plusieurs dosages et il faut savoir qu'ils sont disponibles en pharmacie avec ou sans ordonnance. Avec ordonnance, c'est bien entendu beaucoup mieux parce que c'est pris en charge par la CPAM à 65%, comme n'importe quel autre traitement, et votre mutuelle fait le complément. Il y a plusieurs dosages et ça, c'est très intéressant en fonction, bien sûr, de la nicotine que vous devez recevoir par rapport au nombre de cigarettes fumées, mais aussi à la façon dont vous fumez les cigarettes. Plusieurs formats. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des patchs qui sont ronds et vous voyez un petit peu marron. Maintenant, il y a des carrés transparents qui sont un peu plus discrets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des formats qui diffusent sur 16 heures. Ce qui est très intéressant pour les personnes qui ont un sommeil perturbé ou qui finalement ne fument pas tôt après le réveil, qui n'ont pas besoin de nicotine pendant la nuit. Il y a aussi d'autres dispositifs tels que vous voyez en haut le spray de nicotine qui est en fait un spray qui va aller projeter dans la cavité buccale de la nicotine. Alors, il faut savoir que c'est un spray qui est plutôt réservé aux gros fumeurs parce qu'il y a une dose importante de nicotine qui est projetée à chaque fois et que tout le monde ne le supporte pas. Alors après, il faut bien lire la notice, il ne faut pas hésiter à demander à son pharmacien des explications parce qu'il faut vraiment bien l'utiliser, sinon on peut avoir des hoquets, voire des nausées ou des vomissements. Donc, il faut vraiment bien l'utiliser. Mais c'est celui qui apporte de la nicotine le plus rapidement possible, contrairement au patch qui, je ne vous l'ai pas dit, mais diffuse de la nicotine de manière lente et constante dans le corps. Vous avez les pastilles de nicotine et les gommes qui, eux, pareil, il faut vraiment bien les utiliser parce que souvent, on a tendance à sucer les pastilles comme des bonbons. Or, si on fait ça, la nicotine se mélange à la salive et en l'avalant, la nicotine qui arrive dans l'estomac, en fait, est désactivée, donc ce sera beaucoup moins efficace. Les gommes, pareil, si en fait la personne mâche comme un chewing-gum, eh bien la nicotine, elle va être diffusée à chaque fois, alors que là, il faut croquer dedans, ça diffuse la nicotine, et après, on laisse de côté. L'inhaleur de nicotine est très intéressant parce qu'en fait, c'est un petit peu l'ancêtre de la vapote. Pour le coup, il n'y a pas de batterie, on ne recharge pas, il n'y a pas d'électronique. C'est vraiment une petite capsule que l'on visse dans l'inhaleur. Et en fait, surtout, il ne faut pas aspirer, mais il faut suçoter en fait ce dispositif pour que ça puisse apporter de la nicotine dans la salive et que ça rentre dans la cavité buccale. Comme il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, ça passe rapidement. Les aides complémentaires, eh bien, il y a les médicaments d'aide à l'arrêt tels que le Zyban et la varénicline, le Champix. Bon, ça, je ne vais pas m'étaler sur ça. Ce sont des médicaments pour le bupropion qui sont plus trop prescrits. Varénicline, pardon, oui. C'est des traitements qui sont vraiment prescrits par le médecin et suivis par le médecin. La vape, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'est un bon outil. Il ne faut surtout pas l'utiliser si on n'est pas fumeur, c'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on commence par la vape, ça peut être dangereux. C'est vraiment une porte d'entrée pour le coup vers le tabagisme. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un bon outil, mais il faut que ça vienne en complément d'un patch pour éviter l'effet shoot, en fait. Parce que sinon, ça va être que de la nicotine d'action rapide. Il faut éviter aussi le do-it-yourself, c'est-à-dire le fait maison. C'est bien d'aller dans une boutique spécialisée parce qu'en fait, ils sont en général très bien formés. Ce sont des anciens fumeurs. Ce sont des personnes de très bons conseils qui vont pouvoir justement aussi pouvoir réparer votre vape si elle ne fonctionne pas. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ils vendent des produits qui respectent une norme particulière, la norme AFNOR. Il ne faut pas s'amuser à commander sur Internet les produits, le diluant plus les arômes et rajouter un petit peu de thym ou de lavande parce que là, on va vers la catastrophe. Mais c'est un bon outil. Ensuite, il faut bien l'utiliser au bon moment. Il ne faut surtout pas se mettre à vaper dans des endroits où on avait abandonné la cigarette. Il y a aussi, comme le disaient mes collègues, une réglementation par rapport à ça.
Et voilà, il faut avoir conscience quand on vape, parce que sinon on peut vite tomber dans une aspiration toutes les 5 minutes comme on le voit parfois. L'accompagnement psychologique est très important pour pouvoir modifier les comportements, pour pouvoir anticiper les périodes un petit peu de déprime, gérer le stress, l'anxiété autrement. C'est très important comme accompagnement. Et puis, tout ce qui peut être acupuncture, sophrologie, même le magnétisme, tout ça, ce sont des aides complémentaires qui, de toute façon, à partir du moment où c'est vous qui avez choisi ces aides-là, c'est très positif parce que c'est un pas vers la modification de l'arrêt du tabac. L'hypnose aussi, bien entendu. Tout ça, ce sont des aides complémentaires importantes. Enfin, quand on se lance, il faut avoir à l'esprit qu'on doit reprendre son plan d'attaque qu'on s'est un petit peu fait dans notre tête. On repense aux objectifs, on repense aussi souvent que nécessaire aux avantages que l'on a listés à arrêter de fumer quand on est un petit peu moins motivé. Anticiper les moments à risque, c'est vraiment très important pour contre-attaquer. Bien sûr, lorsqu'on va avoir repéré les moments où il est facile d'avoir comme ça des envies de fumer, on peut aussi, en anticipation, par exemple, augmenter le dosage du patch parce qu'on sait qu'on va à une soirée, on sait qu'il y aura des fumeurs et que ça va être difficile. On peut être autonome par rapport au patch et en rajouter un pour se sentir mieux. Il faut savoir que quand au début et qu'on est non-fumeur, on arrive dans une soirée, peut-être on pourra avoir tendance à un peu plus grignoter de cacahuètes ou un peu plus boire d'alcool, et ça, il faut aussi l'avoir anticipé. Téléphoner à un proche, brancher son cerveau sur une autre activité, voilà, ça c'est pour concentrer son attention sur autre chose, et ça fait passer l'envie qui dure au final très peu de temps, et une fois que ces quelques minutes sont passées, on se rend compte que l'envie de fumer était elle-même passée. Mettre en place les nouvelles résolutions. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. L'activité physique, ça peut être vraiment une solution pour éviter la prise de poids, pour se détendre, pour se déstresser, pour un petit peu se libérer des tensions quotidiennes. Et puis, c'est aussi une façon d'occuper aussi du temps à la fin de la journée qu'avant on occupait pour fumer, voilà, en récompense de la journée, d'aller peut-être courir 20 minutes. Encore une fois, si notre emploi du temps nous le permet, parce que c'est vrai que souvent on parle de solutions et qui sont peut-être infaisables pour certaines personnes ou inenvisageables. Donc chacun trouve sa solution à son niveau, et c'est ça aussi qui est important. La nouvelle routine alimentaire, alors tout à l'heure on parlait de la prise de poids qui restait une crainte importante. C'est vrai que c'est peut-être l'occasion de rééquilibrer un petit peu son alimentation, sachant que la prise de poids n'est vraiment pas une fatalité. Il faut savoir qu'il y a une personne sur 3 qui va prendre du poids, une qui va pas bouger et une qui va même perdre du poids parce qu'elle aura mis tellement d'autres choses en place que finalement elle va même perdre du poids. Voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Penser à de nouvelles activités pour occuper le temps. C'est vrai que fumer, ça prend du temps, ça occupe beaucoup l'esprit de savoir est-ce qu'on aura le temps de fumer, aller chercher des cigarettes, est-ce qu'on aura le temps de faire une pause. Voilà, il arrive même parfois que certaines personnes fument 2 cigarettes à la suite parce qu'elles ont peur du moment où elles ne vont pas pouvoir fumer. Voilà, ça c'est important d'avoir ça à l'esprit. Bien sûr, mettre en place les aides médicamenteuses que l'on a choisies et ne pas hésiter à adapter, augmenter, rajouter des choses. Voilà, c'est un peu comme une recette de cuisine et on rajoute ou on enlève des choses. Consolider les fondations, ça c'est une étape aussi importante. Évidemment, on se retrouve avec des personnes qui ont fumé depuis des années, et il faut du temps aussi pour apprendre à ne plus fumer, et ça se fait vraiment jour après jour, et puis parfois un jour ne ressemblera pas à un autre, et la motivation sera peut-être plus faible, on aura peut-être plus envie de fumer, même peut-être on va fumer, mais il faut dédramatiser ça et avancer en analysant la situation.
Si on peut faire un point le soir, c'est pas mal parce que ça permet d'intégrer un petit peu tout ce qui s'est passé de positif, tout ce qu'on a ressenti, et si c'est du négatif, d'essayer comment on peut rétablir la situation. S'offrir des récompenses pour se féliciter et se faire plaisir, c'est une place très importante parce que malgré tout, les personnes ressentent le manque de tabac comme une perte de plaisir, donc il faut remplacer ça aussi. Les moments de difficulté pour adapter la stratégie, se donner du temps, ça on en a parlé, pas perdre de vue les objectifs, et puis surtout communiquer autour de soi sur sa tentative d'arrêt. Il faut en être fier, il faut en parler, il faut partager les expériences, et voilà, il ne faut pas avoir peur de parler de ses difficultés, ça c'est important. Ça, on l'a un petit peu évoqué, c'est une étape qui vraiment intervient à tous les moments, c'est-à-dire on expérimente, on réajuste, on prend du recul et surtout on tient bon. J'ai listé quelques petites phrases parce qu'il ne faut pas se mettre de pression. Ça, c'est très important. Quand on a compris que l'addiction au tabac, enfin comme l'addiction de manière générale, c'est vraiment une maladie et que c'est indépendant de la volonté, c'est-à-dire que évidemment, on l'a tous entendu dire, quand on veut ou on peut, ou arrêter de fumer, c'est une histoire de volonté. Ça, maintenant, ce n'est plus vrai. On a compris que c'est vraiment quelque chose qui prend la main dans le cerveau et vraiment, c'est contre sa volonté. Et c'est vraiment important parce que ça déculpabilise les personnes et ils comprennent mieux les reprises de consommation, les envies, malgré, par exemple, des situations particulières telles qu'une grosse pathologie. En fait, après un infarctus, on peut avoir des personnes qui refument et qui se sentent vraiment coupables parce que l'entourage ne comprend pas. Et là, il faut vraiment mettre ça dans la tête des gens, c'est que c'est vraiment une addiction et c'est une pathologie chronique. Il faut être patient, bien sûr. Les discussions contre-productives, ça va être un petit peu les personnes qui vont vous mettre le moral à zéro, qui vont dire oui, bon, tu as déjà essayé, tu n'as jamais réussi, donc bon, voilà, il faut éviter le conflit parce que le conflit, ça stresse et puis finalement, ça donne presque envie aux personnes de refumer. Se fixer les objectifs réalisables, arrêter de fumer du jour au lendemain, c'est peut-être pas forcément facile, donc arrêter en diminuant et en étant accompagné, ça peut être un des objectifs. Dédramatiser les reprises de consommation, je ne dis jamais rechute parce que je trouve ça vraiment très négatif. Toujours se demander pourquoi et comment, en fait, pour éviter que ça arrive la prochaine fois. Évidemment, être fier de ce que l'on fait et prendre son temps. L'arrêt du tabac, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Apprécier les victoires, en garder le souvenir et pas se décourager. Donc, en résumé, je pense qu'on peut tous trouver des bonnes raisons d'arrêter, de modifier sa consommation. Il y a vraiment plein de personnes ressources, plein d'aides, des bénéfices à court terme. Ça, Isabelle l'a bien montré dans sa diapo. On arrête à son rythme et en fait, on crée soi-même un petit peu son programme et se faire aider, bien sûr, anticiper et trouver des solutions. Alors souvent, c'est mieux quand c'est des solutions qu'on trouve soi-même parce qu'on pardon, le mot me manque. Enfin bref, on s'en saisit davantage. Voilà. À noter donc que depuis 2018, les substituts sont entièrement pris en charge. Voilà, donc on n'hésite plus. Et une petite diapo clin d'œil, voilà. En novembre, commencez votre plus beau chantier, arrêtez de fumer. Voilà. Une petite diapo avec les contacts de mes collègues de l'ambassade Moi Sans Tabac avec Shona Barbette, bien sûr, et Alicia Desvilles, qui est sur l'antenne de Limoges. Je suppose que si vous avez des questions, des remarques ou des témoignages, nous allons y répondre après la fin de cette partie, s'il nous reste du temps. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marjorie. Donc, on a déjà quelques questions. Bonjour, comment pouvez-vous nous accompagner sur nos sites pour lancer l'opération du Mois Sans Tabac? Donc là, c'est quelqu'un d'une entreprise qui nous pose la question. Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend toujours. D'accord.
Donc, en fait, très bientôt, il va y avoir justement, alors je ne fais pas de pub, hein, mais j'en profite pour dire qu'il va y avoir un webinaire organisé par l'ambassade Moi Sans Tabac pour justement vous aider, vous accompagner et vous expliquer comment organiser le Moi Sans Tabac dans votre structure, que ce soit une petite structure, une plus grande, quelles sont vos ressources, quelles sont les étapes un petit peu pour commander, pour mettre en place des choses, pour respecter les dernières mesures. Voilà, parce que c'est vraiment pas évident. Il a fallu qu'on s'adapte pour être toujours visible, mais respecter la distanciation, éviter de rencontrer les personnes sans qu'il y ait de jauge, parce que les ateliers vont être possibles, mais il va falloir respecter une jauge, c'est-à-dire il va falloir des inscrits, et puis après, vous pourrez ouvrir les ateliers à une dizaine de personnes. Il ne faut pas distribuer de matériel, sauf si à disposition, il y a bien du gel hydroalcoolique et que les prospectus qui sont regardés sont gardés par la personne qui les a regardés. Il y a des mesures comme ça, mais ça va être bien sûr possible. Et c'est très intéressant aussi parce que finalement, on relève un nouveau défi dans ce défi-là. Donc, je pense qu'après la campagne de l'an dernier, qui pourtant n'a pas été finalement en demi-teinte au vu de tous les chiffres qui étaient quand même très encourageants, mais cette année, on a eu pas mal de temps pour se préparer. Et là, on lance la préparation et tout est permis. Et vraiment, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut être créatif, on peut proposer plein de choses, on peut aller s'inspirer sur la plateforme Oscar de plein d'autres actions qui ont déjà été faites. Et voilà. Mais sinon, évidemment, nous, on est là aussi en aide avec Shona Barbette pour vous accompagner, vous aider au cas par cas si vous avez besoin de nous. Alors, en complément, d'abord, je tiens à préciser que ce webinaire est organisé à la fois par le service de santé au travail de la Dordogne et le service de santé au travail de la Corrèze. Donc, en complément, effectivement, vous avez parlé d'un marathon et non pas d'un sprint, Marjorie. Oui. Voilà, pour préparer un marathon, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et en même temps, on peut avoir besoin de plusieurs intervenants, de plusieurs conseils. Et là, en fait, le but, c'est d'aider les personnes qui veulent s'engager ou les entreprises qui veulent s'engager dans des actions par rapport au mois sans tabac. En fait, on peut être plusieurs à vous aider, d'où le partenariat qu'il y a eu sur ce webinaire. C'est-à-dire que ça peut être une concordance de l'action de votre service de santé au travail. Les équipes pluridisciplinaires sont à votre disposition. Les médecins du travail sont à votre disposition pour vous renseigner. Et en complément, effectivement, il y a l'action Moi Sans Tabac qui vous donne des outils. Donc, c'est une concordance de plusieurs compétences, de plusieurs organismes qui peuvent vous aider. Concernant plus spécifiquement les entreprises de la Corrèze, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez besoin de support de communication, on peut vous aider. On vous a préparé aussi un pack qui est digitalisé, qui se trouve sur Internet. Donc, on vous envoie le lien et vous pouvez récupérer tous les documents en PDF, puisqu'effectivement, on est confronté depuis l'arrivée de la Covid-19, on ne peut plus donner physiquement les brochures ou sous certaines conditions, comme vous les avez expliqué, Marjorie, pour des stands. On ne peut plus tout à fait procéder de la même manière pour les supports de communication. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, on fera tout notre possible pour vous aider, pour les obtenir, vous envoyer les liens, que ça soit facilité pour vous, puisque le but de ce webinaire, c'est de vous apporter tous les éléments qui vous permettent en amont de préparer une action dans votre entreprise si vous le souhaitez. Alors, justement, hop, je vais remettre la caméra. Je sais pas, voilà. Oui, moi, je représente une entreprise donc, sur la Dordogne. Donc, c'est la société Delmont Foie Gras. On est dans l'agroalimentaire et on a 2 sites en Dordogne.
Et on a effectivement sur chaque site pas mal de fumeurs. Donc, c'est l'industrie agroalimentaire avec à chaque pause pas mal de fumeurs qui ont pris cette routine, cette dépendance, on en parlait tout à l'heure, dépendance comportementale, on va dire, entre autres. Et aujourd'hui, moi, voilà, on aimerait bien effectivement mener une action. Comment je m'y prends? Moi, j'avoue, on n'a jamais fait encore de démarche en ce sens. Par quel biais? L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez simple pour lancer effectivement une sensibilisation auprès de nos salariés. Après, charge à eux de voir s'ils ont envie effectivement de relever le défi. Mais déjà d'avoir une sensibilisation. Comment je peux m'y prendre? Est-ce que je contacte Marjorie? Est-ce que je contacte la médecine du travail à Périgueux? Comment je peux procéder de façon simple? Je pense que dans un premier temps, si je peux me permettre, Marjorie, je vais répondre pour la partie santé au travail. Effectivement, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe médicale qui suit vos salariés. Parce qu'elle connaît vos salariés, elle connaît votre entreprise, en expliquant que vous avez participé donc à ce webinaire, que vous avez eu des informations et que vous souhaitez initier une action au sein de votre entreprise. Et vite, je me permets de vous solliciter puisque vous êtes sur le service de la Dordogne. Oui. Voilà, et que du coup, vous serez peut-être plus à même que moi qui suis sur la Corrèze pour répondre à la manière dont ce genre de demandes peuvent être amenées dans votre service. Oui, pas de souci. Alors moi, c'est pas sur mon secteur parce que je suis sur le secteur de Nontron, mais je peux tout à fait. Alors effectivement, vous prenez contact, madame, directement avec le secrétariat du médecin du travail qui est référent de votre entreprise. Et puis moi, de mon côté, si vous voulez, je peux aussi lui envoyer un mail, ainsi qu'à l'infirmière binôme du médecin du travail. Et puis voilà, quoi. Je peux les prévenir. C'est le docteur Fritsch qui nous suit. Docteur Fritsch, d'accord, ok, très bien. Mais écoutez, si vous voulez, vous prenez directement contact avec la secrétaire du docteur Fritsch. Et puis moi, de mon côté, je vais leur envoyer un mail pour leur dire que vous allez faire la demande. Et puis voilà. Et puis l'infirmière, c'est ma collègue Karine Morel. Oui, tout à fait. Ou c'est elle qui interviendra, ou peut-être quelqu'un, parce que c'est vrai que dans les actions, on a chacun nos compétences. C'est pas forcément l'infirmière du secteur qui viendra, mais elle accompagnera l'infirmière qui a peut-être celle qui a plus de compétences effectivement par rapport au tabac et aux actions liées au tabac en fait, liées au sevrage. Donc voilà, donc vous prenez contact avec Alexa, donc la secrétaire de Dr Fritsch, et puis moi je leur envoie un mail en parallèle. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Alors, plus largement aussi, donc j'ai aussi donné la parole à Isabelle parce qu'il peut y avoir des interventions en entreprise. Tout à fait. Au sein de l'association Addiction France, on peut mettre en place des partenariats sur la demande de la santé au travail, du médecin du travail ou des entreprises directement. Ou de l'infirmière, par exemple, qui travaille au sein de l'entreprise, s'il y en a une. Et on peut mettre en place, pendant le mois sans tabac, des actions pour suivre vos salariés qui ont envie de tenter cette expérience. Donc, Armel, par rapport à la Corrèze, quand une entreprise fait ce type de demande? Alors déjà, nous, dans le cadre du suivi médical, on intègre le mois sans tabac en présentant aux salariés, jusqu'à présent, c'était éventuellement des flyers, on essayait de les sensibiliser à la cause et au sevrage. Ça, c'était lors des visites médicales et des entretiens infirmiers. Sinon, dans les grosses entreprises dont je m'occupe, les infirmières ont souvent des interventions qui sont personnalisées dans l'entreprise et elles peuvent faire appel aussi aux structures dont fait partie Isabelle. Je voulais juste rajouter qu'il peut y avoir donc une demande de groupe, mais on peut répondre aussi à des demandes individuelles de salariés, voilà, avec des entretiens individuels. C'est pas forcément, enfin, le groupe peut être intéressant pour stimuler, amener de la motivation et du partage d'expérience,
Mais il y a des personnes voilà, qui souhaitent voilà, faire le mois sans tabac, accompagnées d'un professionnel, mais seules. Voilà. Donc, on peut tout envisager. Avons-nous répondu à votre question? Après, je voulais aussi rajouter quelque chose. C'est vrai que d'aller au-devant des salariés, auprès des salariés, pardon, et d'évoquer le tabagisme, parfois ça peut être quelque chose de peut-être délicat ou du moins mal perçu par certains salariés fumeurs parce que peut-être ils se sentent un petit peu jugés ou agressés dans leur comportement. Et donc, quand on aborde comme ça cette notion avec tout le côté positif de la campagne Moi sans tabac, je trouve que finalement, ça se passe bien et parfois, on peut les accrocher avec un défi qui n'a peut-être rien à voir directement avec ça, mais lancer quelque chose. Alors après, c'est à vous d'intégrer ça peut-être dans votre journée. Nous, je sais qu'on a déjà fait une marche, on a déjà fait un ramassage de mégots. Alors ça, c'était un peu plus compliqué. Et puis là, ça l'est encore aujourd'hui. Mais on peut faire des petits challenges comme ça pour entamer une discussion aussi avec les fumeurs et essayer de les intéresser à la modification de leur consommation. Parfois, ça peut être vraiment au début une discussion et ils vont vous dire de toute façon, j'ai tout essayé, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et petit à petit, on peut déposer cette petite graine dans leur cerveau. Et quand ils sentent qu'on veut vraiment les aider, cette disponibilité qu'il existe notamment dans les services de santé au travail, c'est vraiment très, très important pour eux de vous repérer en tout cas. Voilà. Alors, votre réponse, Marjorie, répond en partie à une question donc, que j'allais poser et qui est posée par Claire. Bonjour, nous souhaitons faire le mois sans tabac dans notre entreprise. TPE 100% de fumeurs, 100% qui veulent arrêter. Mais nous nous inquiétons de l'ambiance au travail avec le sevrage. Avez-vous un conseil à nous donner? Claire, si vous voulez prendre la parole, si c'est possible pour vous. Si peut-être par rapport, pour nous situer un petit peu l'entreprise et si vous êtes sur la Corrèze ou la Dordogne. Je ne sais pas si Claire est toujours avec nous, mais la question est intéressante. Donc, est-ce que l'une d'entre vous veut prendre la parole pour y répondre? Mais, en fait, elle vient d'écrire qu'elle n'a pas de micro. Ah, d'accord. Excuse-moi, vas-y Marjorie. Vas-y, non, vas-y, je t'en prie, Isabelle. Par rapport à cette histoire d'ambiance au travail, en fait, les substituts qui ont été présentés par Marjorie, toutes les techniques médicamenteuses et non médicamenteuses qui ont été présentées, doivent nous aider à justement à avoir un sevrage, on va dire, en douceur et quelque chose de bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire qu'un sevrage qui est vécu avec du stress, de l'énervement vis-à-vis des collègues, en fait, c'est un sevrage qui est mal fait. Ça doit se faire en douceur. Si vous êtes accompagné d'un professionnel qui vous aide et qui vous guide, normalement, ça se fait de manière plutôt correcte. Et il n'y a pas de raison d'avoir une ambiance, des crises de nerfs, tout ça au travail. C'est souvent une idée qu'on en a quand on arrête de fumer sans aide. Oui, effectivement, c'est compliqué, c'est difficile, mais donc Marjorie vous a bien montré qu'il y a plein de solutions à mettre en place, justement en amont de l'arrêt, pour justement éviter ce genre de comportement entre collègues. Par contre, je vous félicite, si vous êtes 100% de fumeurs et 100% de personnes à vouloir arrêter, c'est vraiment super. Voilà. Donc Claire, n'hésitez pas sur le mail où on vous avait envoyé le lien de connexion à nous envoyer votre demande avec les coordonnées de votre entreprise pour qu'on la transmette à l'équipe médicale en santé au travail qui suit vos salariés et votre entreprise. Ça peut être un beau challenge au niveau de l'esprit d'équipe au sein de votre entreprise. D'autant que je vois dans le chat que vous avez, il y a des échanges entre vous sur certains qui ont dû déjà faire des actions et qui vous indiquent des petites choses. Donc, il y avait une autre question. Est-ce qu'il existe un tableau récapitulatif pour savoir quel substitut nicotinique prescrire en fonction de la consommation?
Alors, Marjorie, tu veux répondre? Oui, alors il existe pas mal de documents lorsqu'on se renseigne. Voilà, il y a une revue de la littérature qui est assez florissante sur le sujet. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on prescrit des substituts nicotiniques. Effectivement, il y a le nombre de cigarettes, ça c'est sûr, mais la question aussi du nombre de cigarettes un jour où on ne se restreint pas, ça c'est important parce que ça correspond vraiment finalement à la dose dont le patient a besoin ou la personne qui souhaite arrêter de fumer a besoin. Il y a aussi, est-ce que ce sont des roulés, du tabac roulé ou des cigarettes industrielles, à savoir que le tabac roulé est 2 fois plus chargé en monoxyde de carbone que la cigarette industrielle. Donc ça, c'est important de le savoir. Est-ce que la personne, elle fume de manière intensive? Si une personne vous dit qu'en 2-3 tafs, elle a terminé sa cigarette, c'est que vraiment, elle tire vraiment beaucoup. Alors, lorsqu'on choisit un arrêt progressif, où on va mettre des patchs, il faut bien expliquer à la personne qu'il ne faut surtout pas enlever le patch pour fumer les cigarettes résiduelles, parce que c'est justement l'intérêt, il est là, c'est qu'on va faire une réduction progressive et petit à petit, on augmentera le dosage du patch tout en diminuant le nombre de cigarettes. Donc, il faut bien que dans son corps, on intègre ça, en fait. Donc, surtout ne pas enlever le patch. D'une part, ça ne sert à rien parce que même quand on enlève le patch, il y a toujours de la nicotine résiduelle dans le corps pendant au moins 1 heure ou 2. Donc, ça sert vraiment à rien. Et surtout, c'est pas nécessaire dans le cas d'une réduction contrôlée. Dans le cas d'une personne qui souhaite arrêter de fumer comme ça brutalement du jour au lendemain, de passer de 20 à 0 ou de 40 à 0, si c'est son choix, on se doit de l'accompagner dans ce sens, mais rapidement, la personne va comprendre que de passer de 40 à 0, même avec une bonne substitution nicotinique, c'est vraiment compliqué. Et moi, je conseille toujours, quand il y a vraiment des gros fumeurs, de passer par une réduction contrôlée. Alors, réduction contrôlée, ça ne veut pas dire que ça va forcément durer très longtemps, mais il faut avoir passé quelques périodes clés, comme des périodes d'énervement un petit peu, enfin avoir vécu des choses différentes pour pouvoir ajuster. Sachant qu'on peut toujours revenir en arrière. Si on se rend compte qu'on n'est pas assez dosé en nicotine, on augmente. On peut réduire en fonction des événements. On ajuste aussi et on apprend aux patients à le faire. Si déjà ils le désirent, c'est tout à fait possible. Voilà. Après, un tableau où il y a vraiment récapitulé comme ça, je pense à un outil que l'on pourra vous transmettre suite à ce webinaire, car je pense avec Corinne Sambla, on va faire un mail de retour avec des outils. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous donner un flyer avec un petit mémo d'aide à la prescription si ça vous intéresse. Je voudrais juste faire un petit ajout à ton Oui. intervention, Marjorie. En règle générale, pour le choix notamment des patchs, on considère qu'une cigarette correspond à 1 milligramme de nicotine, ce qui peut vous donner, voilà, un fumeur, ça va vous donner une indication à minima, voilà, qu'il faudra bien sûr ajuster avec l'entretien avec la personne. Mais voilà, un fumeur qui fume, je ne sais pas moi, un paquet par jour, on aura tendance à aller lui prescrire un patch à 21 mg plutôt qu'un patch à 7 mg. D'accord. Ça peut donner une indication sur les personnes qui peuvent prescrire les substituts. Je voulais rajouter aussi que prescrire des substituts, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire en tant qu'infirmière depuis 2016, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire ni à l'école ni dans notre pratique. Donc, au début, c'est pas évident parce qu'on a vraiment peur et c'est vrai, on n'est pas médecin, donc c'est pas dans nos habitudes en fait, mais c'est quelque chose qui s'apprend et qui vraiment est très intéressant et c'est un droit qui nous a été donné et c'est dommage de ne pas s'en saisir. Et il y a toujours des personnes pour nous aider par rapport à la prescription. La nicotine ne sera jamais dangereuse. Au pire, une personne qui est surdosée,
on peut tout à fait lui expliquer qu'elle va ressentir les mêmes symptômes qu'une soirée où elle fume beaucoup plus que d'habitude. Une personne qui est sous-dosée, pareil, on peut lui expliquer que si elle a vraiment très très envie de fumer, si elle a les symptômes vraiment en exergue tels que l'énervement, voilà, c'est qu'elle est vraiment sous-dosée et on adapte. Merci Marjorie. Donc, on va prendre des questions qui avaient été posées en amont du webinaire. Comment persuader les fumeurs d'arrêter le tabac sans être ni jugeant ni rébarbatif? Alors moi, je vais déjà dire que c'est une question très compliquée. Voilà, parce que on a déjà vu dans une intervention précédente, c'est compliqué parce qu'il y a un jugement, enfin, c'est difficile de ne pas amener un jugement, étant donné que c'est un comportement qui peut être assimilé à sa vie privée déjà, même si c'est sur le lieu de travail. Je pense que le côté challenge, notamment du mois sans tabac, peut être ben voilà, le moment d'aborder la consommation de tabac sans discriminer une personne ou une personne en particulier. Voilà. C'est assez compliqué. Voilà. Alors après, moi, par retour de ce qu'on a déjà eu, puisqu'au niveau des salariés au sein de la ISC 19, le mois sans tabac, on donne l'information aux salariés fumeurs pendant tout le mois de novembre. Et moi, j'ai ancienne secrétaire médicale, j'avais eu des retours et où en fait, les outils qui ont été mis en place sur la Nouvelle-Aquitaine, notamment les réseaux sociaux, Facebook, etc., ce sont des petites choses qui ont bien aidé ces salariés-là, qui en fait, parce que c'était la Nouvelle-Aquitaine, se sont sentis avec des personnes de leur territoire et qui ont eu l'impression d'avoir une aide comme ça un peu plus proche d'eux. L'exemple étant celui que vous avez donné, Marjorie, de la personne à 4 heures du matin, qui a eu quelqu'un qui finalement, par les réseaux sociaux, lui a répondu. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aider et qui du coup, c'est des personnes qui cherchent à arrêter et qui ne jugent pas parce qu'elles sont dans la même situation et c'est de l'entraide. Donc peut-être que c'est quelque chose qui peut aider en complément. Donc nous avons une autre question. Comment l'entreprise peut inciter les salariés à s'engager dans l'arrêt du tabac et suivi de support de communication et voies de diffusion? Donc on vous a déjà répondu pour partie. Sur les supports de communication, je voudrais rajouter que vous avez les IREPS, donc qui sont des organismes qui font la promotion de la santé publique et qui ont notamment des services documentation. Donc en Corrèze, ils sont sur Brive. Il suffit donc d'aller sur le site IREPS Nouvelle-Aquitaine et vous trouverez les coordonnées. Et il suffit de leur commander en amont les besoins que vous auriez en affiches, en kit, etc. Et ils ont du stock. Et dès lors qu'on a pris le temps de leur demander en amont, ils vous fixent un rendez-vous et vous pouvez passer les chercher. Moi, je sais que je peux parler de l'IREPS sur la Corrèze, elles sont hyper réactives. Moi, elles me préparent tout. En amont, je leur dis à peu près ce dont j'ai besoin. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a qui veulent passer par ce canal pour récupérer des supports de communication. Après, la question a été posée aussi du kit communication sur la Dordogne. Donc là, moi, je vais me rapprocher de ma collègue du service communication de la Dordogne et je vais lui proposer les liens quand on aura mis à jour, puisque là, on attend les supports. Maintenant, ça y est, ils sont accessibles. 2021 et on mettra à jour pour que vous ayez les derniers supports. Donc, bien entendu, moi, je vais proposer l'option au service communication de la Dordogne pour le diffuser à nos collègues. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez compléter la réponse. Oui, alors moi, je voulais effectivement parler des IREPS qui sont vraiment une ressource très intéressante et très importante d'outils. Et effectivement, avec la possibilité de commander des choses, de réserver. Alors, il y a notamment, je pense à une exposition qui est faite de peintures et d'œuvres un petit peu de lycéens qui avaient travaillé avec leurs professeurs d'art plastique autour du sujet du tabac, du tabagisme, de l'environnement. Donc, ce sont vraiment des créations magnifiques et qui sont réservables. Alors, comme c'est Terrasson, je
suppose que c'est l'IREPS Dordogne, et vous pouvez réserver, l'afficher dans votre entreprise. Si vous voulez, ça peut montrer aussi que vous voulez développer cette culture, mais sous une autre forme aussi. Et je pense que c'est ça, être créatif aussi, c'est aller chercher les gens, mais par une autre porte finalement. Concernant l'entreprise, comment l'entreprise peut inciter ses salariés à entrer dans cette démarche, ben, je pense que c'est montrer de la disponibilité si possible, être dans la bienveillance. Et je pense que ce qui peut être intéressant pour le service de santé au travail, c'est d'avoir à sa disposition et d'avoir une dotation peut-être de substituts nicotiniques qui sont possibles qu'il est possible de donner finalement aux salariés en fin de consultation ou d'entretien pour amorcer ça en fait. Donc ça peut être bien si votre entreprise peut avoir ça dans ses stocks. Je pense que c'est quelque chose de symbolique, c'est-à-dire, bah, écoutez, on vient de parler de votre problème d'usage du tabac. Ben, moi, je vous propose de tester demain un patch sur une journée au travail. Et en fait, ça dédramatise la situation parce que souvent, le fumeur, il est devant ce trou, ce vide à se dire ça va être compliqué. Et là, il va expérimenter une journée où finalement, il aura peut-être moins d'envie, peut-être pas du tout, avec un patch. Il faut expérimenter, en fait, je pense. Merci beaucoup, Marjorie. Mais je vous remercie. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Sinon, nous allons clôturer ce webinaire. Bien entendu, si d'autres questions vous viennent après, il n'y a aucun souci. Vous nous les adressez, on les fera suivre. Il n'y a aucun problème. Donc, ce webinaire sera disponible en ligne et on va vous envoyer aussi un petit mail dans les jours à venir avec différents supports. Et on a trouvé aussi des vidéos. Donc voilà, on va vous envoyer différents supports qui vont vous permettre de compléter ce webinaire. Donc, on vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. On espère avoir... Alors, on a une dernière question. Quelle dotation conseilleriez-vous pour les patchs? Oui. Pardon, j'avais coupé mon micro. Je pense à une dotation tout à fait classique pour commencer, avec des patchs 21, 14 et 7. Je pense que c'est le plus classique. Alors, je ne donnerai pas de marque parce que je pense qu'il vaut mieux, voilà, ne pas en donner. Un patch qui délivre voilà, 21, 14 ou 7, je pense que c'est un éventail déjà suffisant, ainsi que des gommes et des pastilles, parce que c'est vraiment complémentaire et ça va venir aider le fumeur qui va ressentir des envies malgré le patch qu'il aura en fond. Voilà, je pense que c'est intéressant. Après, pourquoi pas se procurer dans la dotation un inhaleur et un spray, au moins pour le montrer. Je sais que malheureusement, l'inhaleur n'est pas encore pris en charge, mais le spray l'est depuis peu sous sa forme générique. Voilà. Après, quand on prescrit, il ne faut pas hésiter justement à prescrire en générique parce que si vous voulez, ça permet au pharmacien de donner à la personne ce qu'il a en stock et ça évite peut-être les obstacles entre la personne et finalement sa solution parce que si le pharmacien n'a pas tel produit, il va le commander, il faut revenir le lendemain et peut-être que d'ici là, l'envie de la personne ou sa motivation se sera un peu envolée. Donc moi, je pense que prescrire en générique, c'est mieux. Après, des flyers, bien sûr, de la documentation. Comme on a dit, s'il y a du gel hydroalcoolique, si la personne repart avec sa doc, c'est pas mal. Merci beaucoup, Marjorie. Je pense que nous Je allons vous en prie. ce webinaire. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention, d'y avoir participé. Et on reste toujours à votre disposition. Nos équipes de santé au travail sont là pour vous conseiller, vous accompagner. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.